C'est parti en direct live aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ensemble pour le quart d'heure nécessaire de régulation émotionnelle. Aujourd'hui, nous recevons Didier Godot. Bonjour Didier, qui va nous parler de la voix sensorielle. Et d'abord, Annelise va nous faire une démonstration. Annelise, à toi. Oui, là en fait je suis pas très bien, donc je vais faire une régulation. Donc je ferme les yeux, là ça bouillonne dans mon cœur et mon ventre c'est hyper serré. Donc, je vais aussi voir dans les pieds ce qui se passe parce que c'est hyper fort, je sens que j'arrive pas trop à laisser évoluer. Donc je vais voir dans les mains ce qui se passe, je fais des maths en même temps, donc 23 plus 17, je réfléchis à ce que ça fait. Ça évolue un peu, là dans le ventre c'est un peu moins fort, donc maintenant je vais voir un peu dans la tête, dans les genoux, ok, je laisse faire, je laisse faire, je laisse faire. Ok, là ça commence à diminuer. Ok, je laisse faire. Ok, donc là je me sens déjà un peu mieux. Il reste un peu des trucs, mais c'est pas grave. Ça, j'ai l'habitude, c'est des petites sensations résiduelles, ça va passer. Donc c'est bon. Merci. Ok, tout va bien Annelise. Oui, c'est bon. D'accord, ok. Et bien maintenant, je donne la parole à Didier Godot. Donc Didier, est-ce que tu peux nous parler donc de la voix sensorielle pour les hypersensibles? Eh bien, quand on parle de voix sensorielle, évidemment, on aborde directement, et c'est notre pratique, l'approche sensorielle auprès des gens qui viennent nous voir. Et c'est important de préciser de quoi on parle. Alors, on a déterminé des canaux sensoriels qu'on appelle le VACOG, qui sont des initiales de la vision, l'audition, la kinesthésie, l'odorat et le goût. Ce sont donc tous les canaux qui nous permettent de percevoir le monde extérieur et intérieur. Et dans ces canaux-là, en fait, il y a ce qu'on appelle comme un récepteur radio, une bande passante. La bande passante, c'est la zone de perception en fréquence, entre le minimum de fréquence et le maximum de fréquence. Et cette bande passante, par exemple, c'est une caractéristique de l'espèce. Par exemple, les chauves-souris ne perçoivent pas les mêmes sons que nous, perçoivent des ultrasons. Les éléphants perçoivent des infrasons, etc. Les chouettes n'ont pas la même vision que nous. C'est-à-dire que chaque espèce a programmé en elle, génétiquement, une bande passante dans laquelle elle peut fonctionner. Et ensuite, parmi cette bande passante, concernant les humains, il peut y avoir des variations. C'est-à-dire, il y a des gens, on dit, ils sont plus sensibles que d'autres, d'autres, ils ne sentent rien, etc. Effectivement, ça se traduit par un hyperfonctionnement d'un des canaux ou de plusieurs canaux, ou au contraire, un hypofonctionnement. Et en ce qui nous concerne, on a choisi d'aborder aujourd'hui les hypersensibles. Alors, les hypersensibles, on s'imagine que c'est assez rare et pourtant, le problème des hypersensibles, c'est qu'ils se considèrent comme étant normaux, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils pensent que tout le monde fonctionne comme eux. Or, quand on interroge des gens et quand on écoute les gens à propos de leurs sensations, ben on se rend compte de façon très banale qu'ils ne perçoivent pas les mêmes choses. Alors, l'hypersensibilité, c'est, on va dire, un fonctionnement assez extrême dans un ou plusieurs canaux, en général plusieurs, voire tous, au niveau des perceptions du monde extérieur. Et ces hypersensibles, ils peuvent être divisés en plusieurs classes, en fait, en plusieurs catégories. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs fonctionnements qui amènent à une hypersensibilité. Alors, en premier lieu, la chose dont on ne parle jamais, mais dont il faut tenir compte parce qu'on peut en rencontrer de façon très fréquente en clientèle en particulier. Ce sont les personnalités psychotiques, hallucinatoires, délirantes, c'est-à-dire des personnes qui ont une hypersensibilité ou une hyperexpressivité, mais qui est incontrôlée et subie. Ça peut être des gens qui ont des hallucinations visuelles, qui
qui ont des hallucinations auditives, qui entendent des voix, qui voient des choses qui n'existent pas. Ça, on est dans le cadre très clairement de la psychose, en fait. Hein. Donc, il faut savoir que ça existe parce qu'on peut très bien se faire fausse route en imaginant que waouh, c'est génial, la personne sent. Non, non, elle est en train de délirer, elle n'est pas en train d'halluciner, elle n'est pas en train de sentir. Donc, il faut savoir les reconnaître très très vite de façon à les recadrer. Et puis à les orienter éventuellement. Donc, parce que c'est quelque chose qui est très grave et qui convient en tout cas d'ancrer dans le corps physique. Quand tu dis recadrer, tu veux dire comment recadrer ce genre de personnes? Surtout ne pas rentrer dans l'écoute, de ne pas les suivre dans un délire en fait. C'est-à-dire arrêter et revenir au corps. Revenir systématiquement à la sensation corporelle parce que ce sont des gens qui sont éparpillés corporellement en général, hein, qui sont complètement dissous dans un truc informe. Donc il faut revenir toujours au corps. Après, c'est des choses qui sont compliquées. Hein. Je pense qu'il faut vraiment pas essayer de traiter ça seul, hein, sans référent médical ou psy. Hein. C'est important. Sans parler des personnes psychotiques, diagnostiquées psychotiques, il y a ce qu'on appelle les personnalités psychotiques, et je crois que c'est aussi ce que tu évoques, c'est des personnes qui ont ce type de fonctionnement-là, qui sont plutôt du morcellement, dans un discours hallucinatoire. Et là, ce que tu préconises dans ce type de personnalité, c'est de revenir le plus possible au corps, surtout ne pas écouter le message. De toute façon, toujours dans la matière. Ce sont des gens qui sont désincarnés quelque part. Hein. Il faut revenir dans le corps. Et vraiment, et c'est un travail, hein, parce que là, c'est comme un truc qui cherche toujours à partir d'un autre côté, d'un autre canal, etc. Donc, il faut être très, très vigilant. Comment tu fais pour faire revenir au corps une personne hypersensible quand on parle des canaux, du coup? Comment ça va? Le plus important, le plus simple est de revenir dans le kinesthétique, c'est-à-dire dans la position de corps, dans les contacts. Contact avec le support, etc., avec l'air, revenir dans la matière, mettre un contour au corps, faire des exercices d'un éveil de densité, de forme, vraiment de la rééducation sensorielle, quoi, corporelle, hein, vraiment. Où se situe le corps dans l'espace, quel poids, quelle densité, etc., quelle forme. Là, tout un travail très matériel, hein, on va dire. Hein. Là, on est sur du basique, on est sur du kinesthétique, essentiellement. Alors, dans les différences d'hypersensibles, donc tu dis qu'il y a ceux qui sont un peu éparpillés et qui ont des sensations partout. Il y a quoi d'autre comme type d'hypersensible? Alors ensuite, vous avez fait une émission la semaine dernière sur les hauts potentiels. Et on rejoint complètement l'aspect hypersensible, l'hypersensibilité. Beaucoup de hauts potentiels sont hypersensibles, ont une hypersensibilité. Et alors là aussi, il faut préciser dans quel domaine et ne pas prendre ça en bloc. Quel canal est hypersensible, quel canal au pluriel, quels canaux sont hypersensibles, sont hyperdéveloppés. Donc il faut prendre le temps là. Est-ce que l'hypersensibilité débouche sur une hyper-émotivité? Souvent, ce sont des gens qui sont là. Est-ce que ça vient de l'hyper-émotivité? Est-ce que c'est la conséquence de l'hypersensibilité? Donc il y a tout un truc à essayer de voir, d'explorer avant de rentrer dans le truc. Et puis après, ok, ils sont au potentiel et ils sont hypersensibles. Le potentiel ne pose pas de problème forcément, mais l'hypersensibilité, c'est la relation au monde et aux autres. Donc là, par contre, c'est un problème, ça peut poser de gros problèmes en fait. Donc il faut déjà savoir comment ils le vivent. Comment ils le vivent. Dans quelle situation ils se trouvent en péril, en souffrance, par rapport à leur hypersensibilité, etc. Et là, on va pouvoir commencer à travailler sur du concret. Dans quelle situation ou dans quel âge je me retrouve avec tel canal qui me déborde quelque part, hein, puisqu'il s'agit de ça, ils sont débordés, et qui conduit à une émotion ingérable. Donc, il faut de la précision en fait dans ce truc-là. Et après,
ce qui est intéressant, je pense, c'est une fois balayé, réharmonisé, tout ça, c'est vraiment reprendre dans la globalité des sensations et harmoniser un petit peu les échelles des sensations. C'est-à-dire aller vers l'ouverture des canaux faibles au détriment des canaux hyper ouverts, de façon à ce qu'il y ait une harmonisation des sensoriels qui se passe, que ce soit plus équilibré au quotidien. Il faut parler du quotidien de ces gens-là. Hein. C'est-à-dire, il faut arriver à leur permettre de bien vivre avec leur hypersensibilité. Donc, il y a le côté entraînement, hein, parce que là, c'est vraiment, on va explorer s'ils acceptent déjà de la nommer, ensuite de la ressentir, alors qu'ils la subissent. Quelqu'un qui est hypersensible, ça ne lui fait pas du tout rigoler hein, d'être hypersensible. Il subit son hypersensibilité dans de nombreuses situations. D'accord ? Donc, il faut arriver à ce qu'il puisse voir ça, se rendre compte de ce que c'est, et ensuite de se rendre compte qu'il peut y avoir un autre réglage interne des curseurs de la sensibilité. D'accord ? Et donc ça, c'est toujours pareil sur un travail. Quand je dis harmonisation du corps sensible, je dis on prend tous les canaux et tout le corps et l'extérieur, et on essaie de faire en sorte que tout ça se mette dans un équilibre plus satisfaisant pour la personne. Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'une personne peut avoir le simple fait qu'il y ait beaucoup de bruit, en fait, ça peut déclencher un bug émotionnel et finalement peut-être réguler sur ce qu'il ressent quand le bruit est là. Et donc, ce n'est pas une émotion qui a déclenché le bug, ce n'est pas une pensée qui a déclenché le bug, c'est cette hypersensibilité à ce canal-là. Le déclencheur est sensoriel à ce moment-là. Donc, là, après, il y a des cas où il faut être réaliste, en particulier sur l'hyperacousie. Hein. C'est très difficile à vivre parce que on est soumis à un environnement qui peut être extrêmement bruyant, extrêmement perturbant. Et bon, il faut aussi parfois proposer des prothèses. Hein. C'est-à-dire, il vaut mieux que les gens se trimballent des bouchons dans les oreilles quand ils vont au restaurant plutôt que de souffrir. Mais ça suppose qu'ils aient reconnu ça. Exactement. D'accord ? Ça suppose qu'il est reconnu et qu'on trouve une solution parce que sinon, ce n'est pas possible. Quoi. Sinon, c'est une vraie souffrance. Parce que l'audition et tous les sens, la plupart des sens sont regroupés sur la tête. Hein. On ne va pas développer pourquoi, mais pour ta question de survie. Mais en tout cas, c'est très près du cerveau. Et l'ouïe est le seul sens qui pénètre dans le cerveau, pratiquement. Il pénètre dans le crâne de façon directe. Donc la résonance est absolument immédiate. Quoi. Il n'y a pas à temporiser là-dessus. On ne peut pas. Donc il faut bricoler aussi en attendant qu'éventuellement ça se remette sur un mode différent, ce qui est possible. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il faut aussi, hein, c'est que la personne ne subisse plus son état d'hypersensibilité. C'est-à-dire que les hypersensibles au potentiel ont besoin d'être canalisés. Et un mode de canalisation sensorielle facile et pratique, c'est l'activité artistique. C'est la créativité. C'est-à-dire, là, c'est plus un moins, ça devient un plus. Ça devient un plus, parce que dans toutes la créativité artistique est sous-tendue par une hypersensibilité, dans un domaine ou dans tous les domaines, peu importe. Donc, ça permet de canaliser, en fait, et ça aussi, c'est important. Parce que ce qui compte, c'est pas de forcément arriver à jouer sur le curseur de sensibilité. Parfois ça se fait, parfois ça se fait pas, parfois ça fait plus ou moins. Mais en tout cas, au moins le canaliser. Au moins harmoniser, canaliser.
et en faire quelque chose de positif. Alors, il nous reste une seule minute. Donc, Didier, Alors, il faut que je parle as- absolument de quelque chose d'autre. Voilà. Parce que la troisième catégorie, excusez-moi pour le temps, les hypervigilants ne sont pas des hauts potentiels. Ce sont des traumatisés. Ceux qui sont hypervigilants ont en général, par contre, un ou deux canaux visuels ou auditifs, la plupart du temps, peut-être d'autres aussi, hyper développés, parce que c'est un mécanisme de survie. Les radars sont en éveil parce qu'il y a eu danger. D'accord? Et ce danger, il peut remonter à n'importe quand, hein. Mais il se manifeste aussi par d'autres choses, c'est-à-dire insomnie, phobie, etc., qui sont des corollaires de ça, mais avec toujours, avec aussi cette hypervigilance, dont l'origine est une peur. Et donc, qui sera à prendre en compte de façon plus simple, enfin dire, plus qu'on connaît, quoi, on va dire, sans tenir compte de la sensorialité. Ok, donc Voilà. effectivement, hein, sur la voie sensorielle pour les hypersensibles, donc je résume, hein, on a les tendances psychotiques, on va peut-être pas dire psychotiques, mais tendances psychotiques avec des sensations sans arrêt envahissantes, des visions, des voix et qui viennent envahir. La deuxième catégorie d'hypersensibles, ce sont les hauts potentiels qui ont des difficultés et qui sont plutôt axés sur un ou deux canaux qui va être plus privilégié pour exprimer le mal-être. Et puis, la troisième catégorie qui est j'ai oublié. Les hypervigilants. Les hypervigilants. Voilà. Ok. Qui, eux, également, vont avoir un ou deux canaux qui va être privilégié dans la manifestation. Ok, merci Didier. C'est court, Merci un quart d'heure. Mais, Ah non, c'est trop dur. pardon, Didier. Merci à vous en tout cas. Merci. C'est très court. Donc, on se retrouve demain. Nous recevons Jacques Fumex et il va nous parler de ces émotions qui nous rendent malades. Donc, rendez-vous à demain. Ciao, à bientôt. Salut. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.